Choc, Poutine a perdu toute crédibilité. Alors que le dictateur dit les régions frontalières sûres, les drones ukrainiens envahissent les villes. On ne peut plus le cacher. Tuapse, frappé par une pluie de pétrole. Feu, fumée et panique partout. Pendant ce temps, des rumeurs de soulèvement émergent à Moscou. Les murs du pouvoir de Poutine tremblent. Des nations en colère exigent du changement. En même temps, des conflits internes rongent le Kremlin de l'intérieur. Belousov et Kirienko sont engagés dans un affrontement féroce. Qu'est-ce qui fera tomber le régime de Moscou le plus vite? Parlons-en. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Ferofonova pour les dernières nouvelles. Il ment comme il respire. Poutine a affirmé qu'une zone de sécurité se créait peu à peu dans les régions frontalières russes. Zone de sécurité. Nous continuerons d'agir sur le territoire frontalier. Tant que nous n'aurons pas complètement éliminé la menace qui pèse actuellement sur nos régions désignées. Les habitants de Tuapse, Belgorod, Koursk et Bryansk, ainsi que de villes lointaines comme Novorossiysk et Saratov, peuvent juger par eux-mêmes, car la situation y est loin d'être sûre. Des analystes ont déjà publié des statistiques frappantes sur les frappes en profondeur. En bref, l'Ukraine surpasse la Russie tant par le nombre que par l'efficacité des attaques. L'Ukraine est passée de frappes localisées près du front à l'usage systématique de drones à longue portée. Le nombre de drones augmente rapidement. Ces 2 dernières années, les lancements sont passés de 110 drones en janvier 2024 à plus de 7000 en mars 2026. La croissance la plus rapide a eu lieu en 2025, quand l'Ukraine a quintuplé ses lancements. L'écart entre le nombre de lancements de drones à longue portée ukrainiens et russes se réduit peu à peu, alors qu'en 2024, la Russie lançait en moyenne 250 drones de plus par mois. En 2026, l'écart est tombé à 150. Et en mars 2026, l'Ukraine a même réussi à dépasser la Russie en nombre de drones lancés et enregistrés. La géographie s'étend également. Pour les régions frontalières russes, les drones ukrainiens dans le ciel sont devenus une réalité quotidienne. Les drones ukrainiens sont de plus en plus signalés sur des cibles situées à des centaines, voire des milliers de kilomètres du front. La Russie semble glisser vers une crise interne majeure. Un Tchétchène a affirmé que des musulmans prépareraient un soulèvement à Moscou pour prendre le pouvoir. Selon lui, un réseau clandestin secret est déjà en train de se former à cette fin. Ici, nous avons établi ce point de Moscou pour que peu importe la force, qu'elle vienne du front, des tranchées ou que le FSB les ait mobilisés, en tant que communauté russe, nul ne pourra briser notre noyau moscovite, ce noyau de Pétersbourg que nous avons forgé. Il dit que le cœur de ce mouvement présumé sera composé de musulmans, d'Ouzbeks, de Tadjiks, de Kirghizes, d'Azerbaïdjanais et d'autres migrants du Caucase et d'Asie centrale, dont la population à Moscou est estimée à environ 4 millions. Et de toute façon, ils devront s'entendre avec nous, avec les peuples que nous avons unis ici à Moscou, car nous serons la force principale qui déterminera exactement comment tous les événements se dérouleront à Moscou. Nous attendons simplement que cette condition se réalise enfin. Et nous sommes si nombreux. Selon ses dires, l'opposition libérale est soutenue principalement par de jeunes militants munis de lampes de poche, tandis que derrière eux se tiennent des groupes plus radicaux qui s'entraîneraient activement dans des salles de sport et seraient prêts à la violence. Nous travaillons ici. Et qui est derrière eux, juste quelques jeunes étudiants qui se promèneront simplement avec leurs petites lampes de poche. Et qui est exactement derrière nous? Des gens qui, si c'est vraiment nécessaire, arracheront des têtes, fracasseront des crânes et iront aux barricades, et même les construiront. Dans le même temps, les signes d'instabilité se multiplient au sein même de la Russie. Le chef du Parti communiste russe a mis en garde contre un effondrement économique inévitable et a exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle révolution similaire à celle de 1917.
S'exprimant à la Douma d'État, Gennady Zyuganov a en fait écho aux critiques formulées par la blogueuse Victoria Bonia dans une vidéo très commentée, comme le rapporte le Moscow Times. Zyuganov a noté que Bonia avait exprimé toutes les mêmes préoccupations déjà soulevées au Parlement. Il a ajouté que si les communistes affirment soutenir pleinement la stratégie de Poutine, leurs avertissements restent lettre morte, contrairement aux déclarations de Bonia. Nous vous l'avons dit 10 fois, l'économie va inévitablement s'effondrer. Tout le premier trimestre a touché le fond. Si vous ne prenez pas d'urgence des mesures financières, économiques et autres, alors d'ici l'automne, nous serons confrontés à ce qui s'est passé en 1917. Nous n'avons pas le droit de répéter cela. Une grave fracture apparaît au sein du premier cercle de Poutine. Selon le Corriere della Sera, citant le journaliste en exil Mikhail Zygar, Sergei Kirienko a été entraîné dans une lutte d'influence interne, le menant à une confrontation ouverte avec le ministre de la Défense Andrei Belousov. Avant les élections à la Douma de septembre prochain, Poutine avait promis à Belousov un généreux cadeau politique pour les soldats. 150 vétérans de la guerre en Ukraine seraient replacés sur la liste électorale de Russie unie pour le Parlement. Des sièges garantis avec tous les privilèges de la fonction en récompense de leur service rendu au pays. Kirienko est responsable de l'élaboration de la liste. Cependant, lorsqu'il a présenté les candidats sélectionnés lors d'une réunion à huis clos, Belousov a réalisé que beaucoup n'étaient pas de vrais vétérans du front, mais des fonctionnaires n'ayant servi que brièvement, souvent loin des zones de combat. Belousov a réagi avec colère et a insisté pour établir la liste lui-même. Kirienko s'est opposé à l'idée, arguant que l'entrée de vétérans au Parlement pourrait être risquée, car ils pourraient devenir imprévisibles et même se retourner contre Poutine, faisant référence à la précédente mutinerie menée par Evgueni Prigojine. L'affrontement au sein du Kremlin est sans précédent. Pour la première fois, explique Zygar, une figure qui n'a jamais rien eu à voir avec la stratégie électorale et la composition des listes veut intervenir dans le processus, capitalisant sur sa popularité croissante. C'est quelque chose que Poutine ne pourra pas cacher. Les représailles ukrainiennes ont frappé une cible majeure. La raffinerie de pétrole de Tuapse vit ces dernières heures. Les Russes en pètent le prix fort. Une pluie de pétrole a recouvert le territoire ennemi. Les drones des forces de défense ukrainiennes ont ouvert les portes de l'enfer pour l'ennemi. Des images épiques de destruction et les plaintes des habitants enflamment Internet. Vous ne pouvez pas manquer ça. Pas besoin, mon pote. Restons juste là. L'ami. C'est le genre de paysage apocalyptique dont les habitants de Tuapse dans le kraï de Krasnodar ont été témoins hier soir. Désormais, une colonne d'épaisse fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. Hier soir, des drones ont attaqué le port maritime et la raffinerie de pétrole de Tuapse. Un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans le parc de stockage sur les lieux. 2 réservoirs de carburant y brûlent. Dans le même temps, les analystes de la chaîne Telegram Astra ont découvert que l'incendie s'était propagé à au moins 11 points distincts. Et voici à quoi ressemble l'incendie depuis le train. La raffinerie de pétrole de Tuapse est l'une des plus grandes de Russie. Elle est spécialisée dans le traitement primaire du pétrole et forme un complexe de production unique avec le terminal maritime de la société Rosneft. La capacité de traitement de pétrole de la raffinerie est d'environ 12 millions de tonnes par an. Ses principaux produits sont les distillats de pétrole, le fioul, le carburant diesel et l'essence d'aviation, dont la majeure partie est exportée. La frappe répétée sur la raffinerie de pétrole de Tuapse a été confirmée par l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les dommages causés à ces installations réduisent la capacité de fournir du carburant aux unités militaires de l'agresseur russe. Les forces de défense ukrainiennes continueront de prendre des mesures pour réduire le potentiel offensif des occupants russes et mettre fin à l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Le bureau du procureur du kraï de Krasnodar a rapporté, bien que sans détail, que des dommages ont été infligés à l'infrastructure de transport au port de Tuapse. L'attaque et l'incendie ont également été confirmés par le gouverneur régional. Il a aussi fait état d'un mort et d'un blessé, ajoutant que les vitres de nombreux bâtiments de la ville ont été brisées.
La frappe actuelle sur la raffinerie de Tuapse est la deuxième en 4 jours. La précédente a eu lieu le 16 avril. Maintenant, tout brûle à nouveau. Le feu venait de s'éteindre 2 jours plus tard. Ça recommence. Après l'attaque de drone précédente, une nappe de pétrole d'environ 10 000 mètres carrés s'est formée. À l'époque, les autorités ont déclaré qu'elles s'attaquaient activement au problème et utilisaient des équipements spéciaux pour retirer le pétrole non seulement de la mer, mais aussi de l'embouchure de la rivière Tuapse, où des produits pétroliers s'étaient également retrouvés. Et la pauvre rivière Tuapse, à ce jour, une énorme quantité de produits pétroliers s'écoule. Eh bien, ils le ramassent. Ils en ramassent une partie, une autre ne sera pas ramassée. Et après la récente frappe, une pluie de pétrole est tombée sur la ville. D'étranges boulettes noires sont littéralement tombées du ciel sur les citadins et tout autour a été recouvert d'un film huileux. Le Rospotrebnadzor n'a officiellement trouvé aucune concentration excessive de substances nocives. Cependant, les pages publiques locales recommandent vivement de ne pas ouvrir les fenêtres, de tout nettoyer à fond et de se rincer les yeux, le nez et la gorge en même temps. Les cours ont déjà été annulés dans les écoles et les jardins d'enfants, et les habitants souffrent devant la caméra et se demandent ce qu'ils ont fait pour mériter ça. C'est honnêtement une sorte de catastrophe environnementale. Mince, qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne veux plus rester ici. Vous imaginez, je n'arrive même pas à enlever cette merde de mes mains, même avec du savon. Pourquoi ça ne part pas? C'est quoi ça, Tchernobyl? C'est imprégné. Mince, Émilie, allons-nous relaver les pattes vite? C'est juste que ça ne part pas. Et voici une autre Russe qui se plaint que son rêve de vivre au bord de la mer a été brisé par les drones. Je voulais vivre au bord de la mer avec mon enfant. La mer est toute couverte de pétrole. Tout est gâché. Je ne sais pas quoi faire. On brûle, on nous bombarde. Tout est en train d'être détruit. On ne sait même pas si on sera encore en vie. Si on va se réveiller vivant ou pas. Ou ton enfant. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici au juste? Comment on vit? Seulement à cause de la chaleur ici. Les frappes réussies sur les raffineries et les ports russes ces derniers mois ont atteint un nouveau niveau. Comme l'a rapporté le président ukrainien Volodymyr Zelensky la veille, rien qu'en mars, les pertes pétrolières de la Russie dues à nos frappes à longue portée sont estimées à pas moins de 2,3 milliards de dollars. Yaroslava Marushenko, programme Vikna du marathon télévisé United News. C'est un échec total du régime de Poutine. Même ses propres cercles déchirent maintenant le système de l'intérieur. Le dictateur a de moins en moins de gens sur qui compter. Trahison et purge interne se propagent dans les bureaux du gouvernement. En plus de cela, une décision controversée a été prise d'annuler le défilé militaire traditionnel. La Russie, semble-t-il, est pressée de tous les côtés. Moscou devient de plus en plus une cible de grande valeur plutôt qu'un symbole de puissance. Même la propagande commence à dysfonctionner. Et la question qui se murmure maintenant est-il temps pour Vladimir Poutine d'envisager sérieusement un plan d'évacuation? Plus de détails dans un instant. Dans la ville russe de Novo-Voronezh, un record, le maire nouvellement nommé n'est resté à son poste que 7 jours, car il a été détenu pour suspicion de corruption. Maire pour une semaine. C'est le surnom que les habitants de Novo-Voronezh ont donné à Yuri Tcherenkov, qui sait pertinemment que non seulement un kopek sauve un rouble, mais que 160 000 roubles le sauvent de la pauvreté. C'est le montant exact que Tcherenkov a exigé d'une entité commerciale dont le nom n'a pas été divulgué par les enquêteurs russes. En échange, le maire d'une semaine a promis, contre le pot de vin fourni, une aide pour conclure des contrats gouvernementaux ainsi que des contrats de contrôle de construction. Le défilé de la victoire à Moscou pourrait ne pas avoir lieu pour la première fois en 30 ans. La décision de l'annuler ou de le reporter pourrait être prise à cause de nouveaux missiles ukrainiens capables d'atteindre Moscou en 10 à 30 minutes. Son collègue, le blogueur Z. Ilya Toumanov, s'en est plaint auprès du propagandiste russe Solovyov. Un jour avant cela, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, interrogé sur l'annulation du défilé, a répondu évasivement
Nous nous préparons pour la célébration du jour de la victoire. Il n'y a pas eu d'autres déclarations officielles. Dans certaines villes, les préparatifs des défilés ont déjà commencé, mais il n'y a pas de tel rapport de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, nous voyons un rassemblement de restes de punisseurs, leurs partisans, des tentatives de réécrire l'histoire, pour justifier des traîtres et des criminels qui ont sur les mains le sang de centaines de milliers de personnes pacifiques. Dimanche, l'entraînement des formations de défilé devait avoir lieu sur le terrain d'entraînement, mais il a été annulé et on a dit aux militaires qu'ils retournaient à leur base permanente jusqu'à nouvel ordre. La raison de l'annulation est les missiles ukrainiens à longue portée, a admis Toumanov, sans préciser quel modèle de missiles ont effrayé le Kremlin. Les missiles de croisière peuvent atteindre Moscou en une demi-heure et les balistiques en 10 minutes. Dans les jardins d'enfants et les écoles russes, ils ont célébré la journée de l'attention aux femmes enceintes. Les enfants ont dû écouter des conférences sur le miracle précoce de la maternité et le préjudice spirituel de ne pas avoir d'enfants, y compris de la part de prêtres, ainsi qu'apprendre à emmailloter des jouets. Dans l'une des écoles, ils ont même organisé un concours d'emmaillotage de poupées à grande vitesse. Et les institutrices de maternelle ont félicité les petites filles pour s'être prétendument déjà préparées à devenir mères à 5 ans. Une telle plongée idéologique impitoyable de les femmes enfanteront plus à les enfants enfanteront plus. Un expert des émissions de propagande russe, Viktor Olavitch, qui parlait régulièrement de l'Occident russophobe, a fui la Fédération de Russie après des menaces du FSB. Olavitch est un Américain d'origine d'Odessa qui s'est installé en Russie. C'est un expert de premier plan du soi-disant centre de politique actuel et un invité fréquent des émissions de propagande, ce qui ne l'a finalement pas protégé de l'étreinte chaleureuse des services spéciaux russes, forçant Olavitch à fuir loin du monde russe. Il en a parlé sur sa chaîne Telegram. Il raconte qu'à 2 reprises, en décembre et en février, des agents du FSB sont venus le menacer. Selon Olavitch, tout cela est dû au fait qu'il a refusé d'obtenir la citoyenneté russe. C'est une histoire très symptomatique pour les étrangers qui soutiennent le Kremlin. C'est une chose de parler à la télé d'une Russie merveilleuse et d'un Occident décadent. C'en est une autre de devenir citoyen de cette Russie merveilleuse. L'expérience historique montre que les sanctions américaines, à elles seules, ne mènent presque jamais à un changement de régime. Après tout, l'Iran, par exemple, est soumis à de dures sanctions américaines depuis 1979, c'est-à-dire depuis près de 40 ans. Bien que pendant des années, Olavitch ait parlé sur les ondes russes d'une Amérique effrayante mais faible, devinez à qui il demande de l'aide maintenant? Bien sûr, au département d'État des États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube Facti Live. Nous rapportons des nouvelles de Russie, non pas parce que cela nous intéresse, nous documentons l'état du pays agresseur qui ne peut résoudre ses propres problèmes minimes, mais qui donne des leçons de vie au monde entier. Série Yeremenko, Yevhen Zuzoulia, programme Vikna, STB, pour le marathon United News. Que pensez-vous des derniers événements? Partagez votre avis en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé des principaux titres. À bientôt!